Chapitre 13. Lupin s'était remis de ses émotions, du traumatisme même que Pêcheur lui avait fait subir. Il avait cru mourir noyé. Au final, le poulpe bleu qu'il avait sur la tête lui permettait de respirer et les coquillages sur ses yeux d'y voir d'une manière très particulière. Lupin ne distinguait qu'à peine les surfaces des choses. Les arêtes des rochers luisaient avec intensité. Plusieurs couleurs vives chatoyaient, mais elles ne correspondaient à rien d'habituel. Les mollusques fixés à ses arcades modifiaient ses perceptions. Surtout, ces informations visuelles n'arrivaient pas de façon instantanée par rapport à la normalité. Lorsqu'il tournait la tête, un petit temps de latence d'1 ou 2 secondes était nécessaire pour que les lueurs apparaissent progressivement et dessinent les formes. Il ne pouvait communiquer que par gestes. Pêcheur décrocha le boulet luminescent de la cheville de Lupin et lui montra comment le positionner avec la chaîne au niveau de la taille. Le poids lui évitait de flotter entre deux os, certes, mais Lupin peinait à trouver son point d'équilibre. Pêcheur n'avait aucune difficulté à se mouvoir avec son lest. C'était comme s'il se déplaçait sur la terre ferme. Il ouvrit la marche, armé de son drôle de harponneur cylindrique. Lupin s'efforça de le suivre. Ils avancèrent 2 bonnes heures au moins. Lupin enchaîna les chutes au ralenti, toutes plus ridicules les unes que les autres. Mais, progressivement, il parvint à s'habituer à l'équipement dont Pêcheur l'avait affublé. Lupin gagna petit à petit en assurance. Le fond d'une mer n'était pas comme il l'avait cru. Ils avançaient dans une sorte de désert stérile, alors qu'il avait imaginé que la vie pullulerait. Quelques rares espèces sous-marines faméliques s'égaraient timidement, attirées par les lueurs de leurs pierres lumineuses. Sa vue portait à quelques pas au mieux, et il ne pouvait s'empêcher de penser que de sombres créatures abyssales les attendaient au-delà. Régulièrement, son regard retombait sur le cylindre à harpon que tenait le vieil homme. Pêcheur ne prenait pas une telle arme sans raison. Respirer à travers les poulpes était épuisant. À la longue, ça s'avérait vraiment très désagréable. Lupin inspirait par la bouche, et l'air s'évacuait de son nez par les tentacules qui lui obstruaient les narines. Pires encore se révélèrent la sensation du mollusque collé à sa rétine et l'impossibilité de cligner des yeux. Une créature étrange s'avança jusqu'à lui et stoppa devant son menton, l'obligeant à s'arrêter. Lupin l'observa. Le petit poisson émettait une lueur bioluminescente et gigotait d'une drôle de manière qui évoquait une danse. Une grande et très longue nageoire partait d'un appendice dorsal et se perdait dans l'obscurité. À travers les mollusques sur ses yeux, Lupin trouva le spectacle magnifique. Il stoppa et sourit fasciné. Pêcheur apparut derrière la fantastique créature sous-marine face au visage de Lupin. Il pointa sa sulfateuse dans sa direction, son doigt posé sur la gâchette. Lupin lui avait déjà vu un tel regard. Il allait tirer. 6 harpons passèrent à grande vitesse successivement en dessinant un arc de cercle autour de la tête d'un Lupin tétanisé d'effroi. Le jeune homme avait assisté pendant la foire de la réserve à un spectacle de lanceurs de couteaux. Il se figea et pria silencieusement. Les projectiles frôlèrent ses oreilles. Sa vie ralentit. Il eut tout le temps de les détailler. Il n'était pas fait de tridents ou de simples pieux comme il l'aurait cru. Il se terminait par des coquilles spiralaires, oblongues et pointues. Les flèches filèrent en tournant sur elles-mêmes, un peu comme s'il s'était agi de vis de forgeron. Le petit poisson ne fut aucunement touché, et pourtant son balai cessa, et ses lueurs s'éteignirent. Pêcheur l'attrapa alors, et tira sur la nageoire caudale qui semblait infinie. Au bout de plusieurs coudées d'un filament organique translucide très solide, une masse sombre apparut. Lupin ne fut pas gêné par le sang qui les environnait et colorait la portion d'eau de mer qui les entourait. En revanche, il sentit la viscosité du liquide autour de lui changer, et il en frissonna de dégoût. Quelques volutes se répandirent, et des choses gluantes effleurèrent sa peau. Il les esquiva en gestes saccadés. Une créature abyssale terrifiante, de 20 coudées de long au bas mot, était figée par la mort. Sa gueule énorme, hérissée de dents acérées, apparut, tirée par Pêcheur. La bête se révéla un monstre marin, bien plus laid que tout ce qu'il avait été donné de voir à Lupin dans sa vie. Ses globes oculaires, crevés, chacun par une flèche, émirent un liquide laiteux. Un 3e harpon était fiché entre ses 2 yeux. Le petit poisson bioluminescent à l'origine du spectacle s'éteignait lentement. Il n'était qu'un prolongement de ce monstre qui avait bien failli pêcher Lupin avec ce leurre. Lupin vit que les 3 autres projectiles de Pêcheur avaient éventré le monstre.
D'immondes fils sortes de viscères en sortaient et les entouraient. Le vieil homme fit un 3 avec sa main à l'attention de Lupin. Ce dernier comprit. Il lui disait qu'il venait de lui sauver la vie pour la 3e fois. Le jeune homme trouva injuste ce décompte. Après tout, c'était le vieillard lui-même qui l'avait ouvertement mis en danger cette fois-ci. Ils s'éloignèrent du lieu du carnage alors que de petits poissons charognards commençaient à arriver pour un festin. D'autres, plus gros, ne tarderaient sans doute pas à être attirés par l'activité et le goût du sang que charriait déjà le courant. Les 2 hommes se dirigèrent à grands bonds vers une zone de relief accidenté qui contrastait avec le plat du désert de sédiments qu'ils avaient traversé jusqu'à présent. Le paysage avait changé. Ils évoluaient dans une zone montagneuse où l'escalade était presque de mise pour progresser. Une aura naturelle nimbait ce qui, depuis le fond de la mer, faisait office de cieux. Les pierres de lumière qui pendaient à leur entrejambe, si lourdes, devenaient inutiles, du moins comme luminaires. Lupin s'interrogeait sur l'origine de ce halo, mais il n'avait guère la possibilité de converser avec Pêcheur. De toute façon, le vieil homme ne comprenait que ce qu'il voulait bien. En pleine ascension d'un sommet, Lupin tut sa curiosité en attendant de découvrir la provenance de cette lumière. Qui plus est, Lupin avait toutes les peines du monde à le suivre. La marche continua, harassante. Lupin ressentait un poids immense sur ses épaules, sa peau et l'ensemble de son corps qui l'épuisait. Il ne s'en était pas rendu compte tout de suite. Son lest pesait désormais comme le pire des fardeaux, et cette marche montagneuse abyssale mettait ses muscles à l'effort. Même Pêcheur semblait affecté. Lui, dont l'insoupçonnée force ne cessait de surprendre Lupin, marquait davantage de pauses qu'à son habitude. Sans un repos dans des conditions normales, Lupin craignait de n'avoir jamais plus l'énergie pour remonter à la surface. Alors qu'il s'approchait du sommet, Lupin constata que le sol s'améliorait et que ses déplacements s'en trouvaient grandement facilités. Il observa de plus près les sédiments sous ses pieds. Il frotta légèrement. En dessous, de la roche apparaissait comme taillée sur une largeur de 4 pas. Lupin eut l'impression de marcher sur une route sinueuse tracée de mains humaines à flanc de montagne. Après quelques lacets, ils atteignirent enfin le point le plus élevé. De là-haut, Lupin découvrit un paysage incroyable à travers sa vision altérée. Une vallée sous-marine s'étirait en contrebas. Elle était habitée et des milliers de roches illuminaient les environs et le noir profond de la mer. Une ville immense, ceinturée de ce qui ressemblait à des champs étranges et des prairies de grandes algues, était sise au creux de ces montagnes abyssales. Lupin fit des gestes étonnés à l'attention de Pêcheur. Ce dernier fit une mine rassurante de derrière son poulpe à oxygène et ses lunettes coquillage. Il enclencha un petit loquet sur son harponneur et leva le pouce en reprenant la route. Lupin ne se sentit pas sécurisé pour autant. La descente fut bien plus facile. Ils avançaient par bonds immenses sans se blesser, leur corps freiné par l'eau. La ville était installée sur un plateau creusé plutôt que dans un gouffre profond. Ils arrivèrent aux abords de champs d'algues qui s'élevaient à plusieurs brassées au-dessus d'eux. Des roches de lumière arrimées au sol attiraient les plantes aquatiques géantes qui proliféraient. Ces lampadaires éclairaient leurs pas. Avec leur vision altérée par les coquillages, ils n'y voyaient pas comme en plein jour, à la surface, mais c'était largement suffisant. Ces champs abritaient une profusion de vie marine. Des poissons et crustacés de petite taille, appartenant à une infinité d'espèces y évoluaient. Lupin, tout en suivant prudemment Pêcheur, s'interrogea sur la manière dont ces lourdes pierres pouvaient flotter dans le courant. Certaines d'entre elles étaient-elles attirées vers la surface ? Pêcheur stoppa net. Il sortit un couteau d'un étui à sa hanche et trancha la corde retenant sa roche. Puis il s'occupa de celle de Lupin qui se remit à flotter, légèrement, avant de s'arrimer à une algue gluante. Le vieil homme attrapa les 2 roches et les enleva de la route pour les jeter au milieu des champs. Immédiatement, certaines plantes aquatiques se tournèrent vers les pierres, exposant leur surface afin de capter le maximum de lumière. Lupin comprit alors que cette végétation, qui s'est développée alentour, était attirée par la lueur artificielle de même nature que celle qu'il charriait avec eux. Alors que Lupin contemplait le spectacle, Pêcheur lui enjoignit de le suivre. Ils continuèrent à la nage à travers le champ d'algues, mais sans s'éloigner du chemin. Ils ne croisèrent aucune bête plus grande que le poing. À plusieurs reprises toutefois, ils rencontrèrent les restes de créatures marines plus importantes, emprisonnées dans des filets de varech tressés. Quelqu'un avait manifestement pris soin de protéger ses pâtures des prédateurs. Au milieu de cette végétation, Lupin découvrit des fleurs étranges que de minuscules poissons venaient visiter, passant des unes aux autres dans un balai incessant. Jouaient-ils le même rôle que les butineurs de la surface ? Il se cantonna donc à dresser des hypothèses.
Ils contournèrent des troupeaux de Bernard l'ermite géant, qui paissaient paisiblement et se mélangeaient sans heurts à des palourdes massives, se nourrissant en filtrant l'eau. Lupin en oubliait sa fatigue, tant tout ici lui paraissait singulier. Mais il demeura sur ses gardes, car Pêcheur l'était. Alors que Lupin admirait un coquillage à la nacre iridescente, Pêcheur se jeta sur lui, l'entraînant à couvert. Au travers du vert foncé des wakamés gluants qui dansaient dans le courant, Lupin vit distinctement passer, au-dessus de leur tête, 4 imposants chevaux de mer. Ils portaient un filet sur leurs flancs et des cavaliers sur le dos, dont il n'aperçut que les pieds palmés à peau bleue et les tridents acérés, qu'ils pointaient vers le sol. Ces créatures intelligentes devaient défendre leurs plantations et leurs troupeaux des prédateurs qui rôdaient dans les abysses, d'où les nombreuses carcasses que les 2 hommes avaient croisées en chemin. Pêcheur se releva, observa les alentours avec prudence et frotta son vêtement pour que la vase en parte. Ils reprirent leur progression. Au bout d'une fastidieuse marche à couvert, ils approchèrent enfin d'un bâtiment à l'écart de l'agglomération. Pêcheur fit stopper Lupin sur une position en hauteur d'où il pouvait distinguer les environs. Immédiatement, Lupin attrapa son lest, s'assit en tailleur par terre, en la calant sur ses jambes croisées pour se maintenir. Se mouvoir à cette profondeur l'épuisait. Le poids de l'eau l'oppressait toujours. Il voyait très bien les alentours de là où il se trouvait. Il se situait juste en dessous d'une corde lampadaire terminée par une roche luminescente. Pendant que Lupin se reposait, Pêcheur s'intéressait à la roche. Il commença à la haler vers le bas, bandant ses muscles pour y parvenir. L'exercice paraissait fatigant. Lupin se demanda dans quel but Pêcheur tirait la corde à lui pour la ramener. Avait-il besoin d'une nouvelle pierre lumineuse? De toute façon, Lupin ne comprenait rien à ce qu'il faisait là. Devait-il se rendre dans cette ville? Pour y accomplir quoi? C'était un mystère. Il détailla la cité qui se tenait face à lui. Les habitations étaient très surprenantes. Les créatures vivaient dans des coquillages géants iridescents, accrochés en grappes les uns aux autres, et dans lesquels elles avaient creusé des accès. Leurs maisons ne s'étalaient pas à l'horizontale, mais s'empilaient. En effet, Lupin voyait parfois sortir des créatures de leur logement. La mer faisait office de rue. La cité dense, tassée, verticalisée, accueillait sans doute une importante population. Lupin se demanda à quoi le chemin d'allée qu'ils avaient emprunté pouvait donc bien servir, si personne ne se mouvait au sol, jusqu'à ce qu'il aperçût des chevaux de mer harnachés. Les imposants hippocampes tractaient une lourde cargaison qui glissait sur le dit chemin. Un peu à l'écart de la ville, au plus près d'eux, se trouvait une colline, surmontée de ce que Lupin prit pour un édifice religieux partiellement en ruine, mais particulièrement éclairé. Son architecture différait totalement du reste de la cité. Des colonnades et un fronton triangulaire rappelaient un temple de surface tel ceux qu'il avait parfois croisés dans le sud d'Europée, en approche de la Pythie. Toutefois, c'en était une pâle copie. L'assemblage de pierres mal taillées semblait sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Ces gravures de créatures terrifiantes étaient couvertes de lichens aquatiques. Le bâtiment ne possédait aucun mur non plus. Le sanctuaire s'ouvrait de tous les côtés. Ceux-ci gardés par des soldats de faction, équipés d'armures mêlant nacre, épines et écailles, provenant vraisemblablement de quelques monstres abyssaux. Lupin espérait que Pêcheur ne comptait pas s'y rendre. Les autochtones nageaient à une vitesse surprenante, munis de leurs tridents. Il se réintéressa au vieil homme, qui avait fini de descendre la corde et qui tenait maintenant dans les mains la roche lumineuse. Elle ne flottait pas seule en réalité. Reliée à elle, une sorte de vessie gonflée de gaz la tendait vers le haut. Ainsi procédait-il pour élever leur lampadaire, comprit Lupin. La technique lui parut ingénieuse. Par geste, il attira l'attention de Pêcheur sur le temple et fit un geste interrogatif. Pêcheur s'anima et opina du chef. À la surprise de Lupin, il dégaina alors son fusil harpon et tira au-dessus d'eux vers les soldats. Le projectile était doté d'un petit sac qui libéra, tout du long, une épaisse encre noire qui se répandit. Les gardes tournèrent la tête dans la direction d'où le jet provenait. Paniqué, Lupin vit aussi les habitants de la cité s'arrêter et stopper leurs activités. Des cavaliers, qui patrouillaient dans les champs à dos de chevaux des mers, se détournèrent de leur ronde et vinrent à leur rencontre. Pêcheur se mit alors à canarder des flèches tous azimuts en direction de la ville, plongeant les quartiers les plus proches dans l'obscurité. Les gardiens du temple se ruèrent vers eux. Lupin observait le spectacle, médusé. Une terreur grandit en lui. Il était impossible aux créatures de ne pas savoir d'où arrivaient les tirs. Quand il se retourna paniqué vers Pêcheur, ce dernier était penché sur les pieds de Lupin. Il se releva et leva le pouce. Malgré le poulpe sur le visage de Pêcheur,
Lupin eut la certitude que le vieil homme souriait. Lupin regarda ses pieds. Pêcheur avait accroché la corde à sa jambe. Tout absorbé par les récents événements, Lupin ne s'était pas rendu compte de ce que le vieil homme lui avait fait. Lupin releva la tête vers Pêcheur au moment où ce dernier coupait la corde qui arrimait la vessie et la roche lumineuse au sol. Immédiatement, Lupin se retourna, pied par-dessus tête, et se sentit complètement ballotté, entraîné vers le haut à grande vitesse. Les Atlantes le prirent en chasse. Un de leurs harpons fendit les flots et frôla une de ses jambes. Avant de se trouver trop loin du fond, Lupin vit distinctement Pêcheur qui progressait en nageant vers le temple dont les gardiens avaient déserté l'entrée principale. « Pêcheur m'a utilisé comme appât !» pensa-t-il. Je t'ai entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je lui renifle dans l'oreille. Oh, bah oui, ça c'est horrible ça. C'est stressant. Chapitre... Pas grave, c'est pas grave. C'est le maudit celui-là, c'est le chapitre 13. Ah putain. Putain, il est vraiment loin. Oh putain. Pardon. Pêcheur fit stopper Lutin. Ouais. Bah ouais. J'essaie d'éliminer l'épée, hein, parce que l'épée pose problème. Pensa-t-il. Allez, c'est bon.